Avez-vous déjà pensé qu'une simple photo de classe pouvait cacher un destin brisé? En septembre 1922, dans un petit village viticole près de Reims, 21 enfants se sont alignés devant l'objectif d'un photographe itinérant. Tout semblait ordinaire, sauf pour une fillette de 11 ans au ruban bleu noué à son poignet. Ce que personne ne savait, c'est que cette journée serait sa dernière à l'école, et que 3 heures plus tard, elle disparaîtrait à jamais du regard de ses camarades. Comment une image apparemment banale a-t-elle pu devenir le témoin silencieux d'un drame? Restez avec moi. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels et d'archives oubliées, qui révèlent jusqu'où une famille peut aller pour survivre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est important, car chaque nouvelle inscription et chaque partage nous aident à continuer à raconter ces histoires dramatisées, inspirées de faits réels historiques, qui portent des leçons de vie et des messages de mémoire collective. Cette photographie scolaire de septembre 1922 cache un secret si déchirant que pendant 60 ans, personne n'a osé raconter ce qui s'est vraiment passé ce jour-là dans ce petit village viticole près de Reims. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi la petite fille au centre de l'image sourit malgré le fait qu'elle sait qu'en 3 heures, elle ne reverra plus jamais ses camarades de classe. Voici l'histoire de Claire Delaunay, 11 ans, qui a sacrifié son enfance pour sauver sa mère de la ruine et dont le destin reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. Regardez attentivement cette photo. 21 enfants alignés devant le mur blanc de l'école municipale. Au centre, une fillette avec une tresse unique, des chaussures usées et un ruban bleu noué au poignet. Ce ruban n'est pas un ornement. C'est le dernier cadeau de son père, mort dans les tranchées de Verdun en 1914. Les archives paroissiales de Reims confirment que le soldat Auguste Delaunay est tombé le 23 octobre, laissant derrière lui une veuve enceinte et une petite Claire de 3 ans. Mais ce que ces archives ne disent pas, c'est que 8 ans plus tard, ce ruban deviendrait le symbole silencieux d'une séparation forcée. Claire Delaunay se tient droite, mais son sourire ne monte pas jusqu'à ses yeux. À sa gauche, Jeanne Morel serre si fort le tissu de sa robe que ses jointures blanchissent. Derrière elle, mademoiselle Marguerite Dupuis, 27 ans, institutrice depuis 4 ans selon les registres de l'éducation nationale conservés aux archives départementales de la Marne, pose délicatement sa main sur l'épaule de Claire. Un geste presque invisible, mais capturé pour l'éternité. Et là, dans le coin droit de l'image, flou mais présent, un homme attend près du portail en fer forgé. Chapeau bas, mains croisées dans le dos. Il attend. Il observe. Dans exactement 3 heures, il emmènera Claire pour toujours. Comment une simple photo scolaire peut-elle contenir tant de douleurs cachées? Pour comprendre, il faut revenir 48 heures en arrière, le matin du 15 septembre 1922, quand Marie Delaunay, remariée à Louis Bertrand, a reçu l'ultimatum du propriétaire de la vigne. 6 mois de loyer impayé, 92 francs de dette. Une somme impossible pour une famille qui survit à peine avec le maigre salaire de journalier du beau-père. Les livres de comptes du domaine Château-Thierry, aujourd'hui conservés dans une collection privée, mentionnent la famille Bertrand parmi les cas difficiles de l'année 1922. Marie Delaunay-Bertrand ne savait ni lire ni écrire. Elle signait d'une croix tremblante. Mais elle savait compter. Elle savait que 92 francs représentaient plus de 3 mois de salaire. Elle savait aussi qu'un arrangement avait été proposé par Monsieur Laroche, négociant en vin à Reims. Sa belle-fille Claire pourrait entrer à son service comme bonne d'enfant. Logée, nourrie et même éduquée, promettait-il. Un contrat verbal, rien d'écrit. Juste la parole d'un homme d'affaires contre celle d'une veuve illettrée. Claire avait tout entendu à travers la cloison mince de leur petite maison. Le murmure étouffé de sa mère, le silence pesant de son beau-père. Le raclement de la chaise quand il s'était levé pour accepter. Cette nuit-là, Claire n'a pas dormi. Elle a serré contre elle le ruban bleu de son père et a compté les heures qui la séparaient de sa dernière journée d'école. 72 heures, puis 48, puis 24. Le matin du 17 septembre,
Jour de la photographie, Claire s'est levée avant l'aube. Sa mère avait cousu en secret 3 pièces de 5 francs dans l'ourlet de sa robe. Un petit trésor caché qui représentait des mois d'économie sur le pain. Marie n'a pas regardé sa fille dans les yeux ce matin-là. Elle a juste murmuré « Pardonne-moi », en nouant la tresse de Claire plus serrée que d'habitude, comme pour la retenir encore un peu. À l'école, mademoiselle Dupuis avait remarqué le changement dès le premier jour. Claire, d'habitude si appliquée, avait écrit « clarté » au lieu de Claire sur son ardoise. Quand l'institutrice lui avait demandé pourquoi, l'enfant avait répondu « Je veux devenir lumière pour m'échapper par la fenêtre ». Les autres élèves avaient ri. Pas Jeanne. Elle connaissait son amie. Elle savait que Claire ne plaisantait jamais avec les mots. La veille de la photo, mademoiselle Dupuis avait tenté d'intervenir. Elle avait marché les 3 kilomètres jusqu'à la maison des Bertrand. Louis Bertrand l'avait reçue sur le pas de la porte, sans la faire entrer. « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, mademoiselle. C'est une affaire de famille. » Elle avait insisté. Il avait menacé d'écrire à l'inspecteur d'académie pour se plaindre du harcèlement. Une jeune institutrice célibataire contre un homme marié et chef de famille. Elle savait qu'elle perdrait son poste. Mais Marguerite Dupuis n'abandonnait pas facilement. Le matin de la photo, elle est arrivée 1 heure plus tôt à l'école. Dans le tiroir de son bureau, elle a pris son exemplaire personnel des Fables de La Fontaine, celui avec la couverture en cuir rouge que sa mère lui avait offert pour sa nomination. Sur la page de garde, elle a écrit « Pour Claire, qui comprend que les mots sont des ailes, continue de voler, M.D. » Elle glisserait le livre dans les affaires de Claire juste avant son départ. Quand monsieur Armand Levesque, le photographe itinérant, est arrivé avec son matériel, les enfants étaient déjà alignés dans la cour. C'était une tradition annuelle, ces photos scolaires commandées par le ministère pour documenter le progrès de l'instruction républicaine. Les clichés de Levesque sont aujourd'hui dispersés dans diverses collections, mais celui-ci, avec ses 21 enfants du village de Chamery, reste unique par ce qu'il cache. « Regardez l'œil de verre », a lancé le photographe en disparaissant sous son voile noir. Les enfants ont obéi, tous sauf Claire qui, pendant une fraction de seconde, a tourné les yeux vers le portail. L'homme était là, Monsieur Laroche lui-même, venu s'assurer que la marchandise serait prête. Le temps de revenir face à l'objectif, son visage s'était figé dans ce demi-sourire qui hante encore ceux qui connaissent l'histoire. C'est à ce moment précis que tout s'est joué. Dans les 3 secondes qui ont précédé le déclenchement, un ballet silencieux s'est orchestré. Mademoiselle Dupuis a posé sa main sur l'épaule de Claire, un geste de protection futile mais nécessaire. Claire a saisi le poignet de Jeanne, ses ongles s'enfonçant dans la peau de son amie. Jeanne a retenu ses larmes en serrant sa robe. Les autres enfants, sans comprendre exactement quoi, ont senti la tension et se sont rapprochés imperceptiblement de Claire, comme pour former un bouclier humain. Le déclenchement, le flash de magnésium, l'instant figé pour l'éternité, une photo scolaire ordinaire en apparence, 21 enfants, une institutrice, un jour de septembre 1922. Mais pour qui sait regarder, c'est l'image d'une enfance volée, d'une amitié brisée, d'une injustice légale. C'est le portrait d'une époque où les enfants pauvres n'appartenaient pas vraiment à eux-mêmes. Septembre 1922, vallée de la Marne. Dans ces villages viticoles ravagés par la guerre 8 ans plus tôt, les mères cachaient encore leurs enfants quand elles entendaient des bottes sur les pavés. Les hommes revenus des tranchées sursautaient au moindre bruit sec. Louis Bertrand était de ceux-là. Les archives médicales militaires de l'hôpital de Reims mentionnent son nom parmi les gazés de 1917. Poumons brûlés, capacité de travail réduite, pension dérisoire. Un homme brisé qui avait épousé Marie Delaunay par pitié autant que par amour, adoptant la petite Claire sans jamais vraiment devenir son père. Le village de Chamery comptait 237 âmes selon le recensement de 1921. Tous se connaissaient, tous savaient. Quand la famille Bertrand avait commencé à s'endetter, les langues s'étaient déliées au lavoir communal. Madame Roussel, l'épicière, notait chaque achat à crédit dans son grand cahier noir. Monsieur Guillaume, le boulanger,
fermait les yeux sur les retards de paiement mais ne pouvait plus se le permettre. Le curé Père Antoine priait pour les âmes, mais ne questionnait pas les décisions des hommes. Dans les témoignages recueillis 60 ans plus tard par le projet Mémoire d'enfance, plusieurs habitants âgés se souviennent encore du cas de la petite Delaunay. Claire avait grandi entre les vignes et les livres. Son père Auguste, avant de partir pour le front, était instituteur adjoint. Il avait appris à lire à sa fille dès l'âge de 4 ans. Après sa mort, Marie avait conservé ces quelques livres dans une malle, comme des reliques sacrées. Claire les connaissait par cœur. Les Misérables de Hugo, quelques contes de Perrault, un atlas usé de la France. Elle lisait et relisait, traçant du doigt les routes qui menaient loin de Chaméry, imaginant des vies où les petites filles ne disparaissaient pas. Ce que personne ne savait, c'est que Claire avait surpris une conversation 2 semaines plus tôt. Cachée derrière la haie du jardin des Laroche où sa mère faisait parfois des lessives, elle avait entendu Madame Laroche dire à sa cuisinière « Cette petite Bertrand fera l'affaire, elle sait lire, c'est rare pour une domestique. Elle pourra faire la lecture aux enfants. Et puis, à 11 ans, elle est assez grande pour travailler mais assez jeune pour ne pas causer d'ennui. » La cuisinière avait acquiescé. Comme la petite Mathilde l'année dernière? Un silence, puis Mathilde était plus fragile. Mathilde Perrin. Claire la connaissait de nom. Une fille du village voisin, partie servir chez les Laroche 1 an plus tôt. On disait qu'elle était tombée malade et avait été renvoyée chez une tante à Paris. Mais personne ne l'avait revue. Sa mère était venue une fois au village, les yeux rouges, repartie sans un mot. Les registres de décès de la préfecture de la Marne pour 1921 mentionnent une Mathilde P., 11 ans, morte de consomption dans un établissement parisien. Coïncidence? Les archives ne le précisent pas. Mademoiselle Dupuis connaissait ces rumeurs. Dans ses lettres à l'inspecteur d'académie, conservées aux archives nationales, elle évoque prudemment des situations préoccupantes concernant l'instruction obligatoire de certains élèves placés prématurément en service. Jamais de nom. Jamais d'accusation directe. Juste assez pour alerter, pas assez pour agir. La loi de Jules Ferry sur l'instruction obligatoire jusqu'à 13 ans existait depuis 1882, mais les exceptions pour nécessité familiale étaient courantes et rarement contestées. Le 16 septembre, la veille de la photo, Claire avait fait quelque chose d'extraordinaire. Elle avait lu sans faute l'intégralité d'un chapitre du manuel de géographie devant toute la classe. Les fleuves de France, leurs affluents, leurs embouchures. Sa voix claire et assurée avait rempli la salle. Quand elle avait terminé, un silence admiratif avait flotté, puis les applaudissements. Mademoiselle Dupuis avait les larmes aux yeux. Elle savait que c'était la dernière fois qu'elle entendrait cette voix dans sa classe. Jeanne Morel, assise à côté de Claire depuis 3 ans, avait tout compris sans qu'on lui dise. Les meilleurs amis ont ce 6e sens. La façon dont Claire lui avait donné sa plus belle plume d'oie, le petit caillou poli qu'elle avait glissé dans sa poche, en murmurant « pour te souvenir », les longs regards échangés pendant la récréation, comme si elles essayaient de mémoriser chaque détail du visage de l'autre. Les listes de présence de l'école montrent qu'après le départ de Claire, Jeanne a été absente pendant 2 semaines. Maladie, selon les registres. Chagrin, selon la vérité. Louis Bertrand n'était pas un mauvais homme. C'est ce qui rendait tout plus terrible. Dans le café du village, les hommes ne le jugeaient pas. Ils comprenaient. 6 mois de loyer, la menace d'expulsion, pas de travail stable avec ses poumons malades. Et puis cette offre de Laroche, 50 francs tout de suite pour dédommagement, et la promesse que Claire serait bien traitée. Le notaire du canton, maître Dubois, avait même dit que c'était une chance pour la petite. Éducation, formation, peut-être même un bon mariage plus tard avec un domestique de maison bourgeoise. Qui étaient-ils, les pauvres, pour refuser? Marie cousait la nuit en secret. Pas seulement les pièces dans l'ourlet. Elle avait pris un vieux drap et confectionné une petite poupée de chiffon. À l'intérieur, elle avait glissé une mèche de cheveux de Claire bébé, conservée depuis ses premiers mois. Sur le ventre de la poupée, elle avait brodé maladroitement « Ma Claire » avec du fil rouge arraché à son propre châle.
Elle la cacherait dans le baluchon de sa fille, au dernier moment. Un morceau de mer pour les nuits solitaires à venir. Le matin du 17 septembre s'était levé dans une brume épaisse. Les vendanges approchaient et l'air sentait le raisin mûr. Claire s'était habillée lentement, passant ses doigts sur chaque vêtement, comme pour les graver dans sa mémoire. La robe bleue rapiécée mais propre, les bottines trop grandes héritées d'une cousine, le tablier blanc pour l'école, amidonné avec soin par sa mère, et le ruban bleu de son père, noué serré autour du poignet gauche. Au petit déjeuner, personne n'avait parlé. Louis Bertrand fixait son bol de chicorée. Marie émiettait du pain sans le manger. Claire avait avalé sa soupe en silence, puis s'était levée. « Je vais à l'école. » Sa mère avait fait un geste pour la retenir, puis s'était ravisée. Que dire? Que faire? L'impuissance a parfois le visage de l'indifférence. Sur le chemin de l'école, Claire avait rencontré le vieux père François, le fossoyeur du village. Il l'avait regardée étrangement, puis avait murmuré « Que Dieu te garde, petite ». Plus tard, on apprendrait qu'il avait vu la charrette de la Roche garée derrière l'église, prête pour l'après-midi. Il savait. Tout le village savait. Et personne n'a rien fait. 10 heures du matin, 17 septembre 1922. Le photographe Armand Levesque ajuste son appareil sous le voile noir. Dans 2h30, Claire Delaunay montera dans une charrette et disparaîtra. Mais pour l'instant, elle se tient droite parmi ses camarades, essayant de sourire comme on le lui a demandé. Ce que le photographe ne sait pas, c'est qu'il est en train de capturer le dernier moment d'une enfance, la dernière image d'une petite fille, qui existe encore en tant que Claire et non en tant que servante numéro 3 de la maison Laroche. Mademoiselle Dupuis avait tenté une dernière démarche ce matin-là. Avant l'arrivée des élèves, elle avait couru jusqu'au presbytère. Le père Antoine l'avait écoutée, les mains jointes, le regard fuyant. « Ma fille, les voies du Seigneur sont impénétrables. Cet enfant aura peut-être une vie meilleure en ville. Qui sommes-nous pour juger ?» Elle avait insisté. « Mon père, elle n'a que 11 ans. » Il avait soupiré. « L'âge légal de placement en service est de 10 ans avec autorisation parentale. Monsieur Bertrand est son tuteur légal depuis son remariage. Je ne peux rien faire. » Les registres paroissiaux confirment cette entrevue, notée sobrement. Visite de Mademoiselle Dupuis. Affaire familiale Bertrand. Pas de suite à donner. Claire savait que c'était sa dernière matinée. Dans la poche de son tablier, elle avait glissé 3 choses. Un bout de craie volé à l'école pour pouvoir continuer à écrire, même sur les murs s'il le fallait. Une feuille arrachée à son cahier où elle avait recopié un poème de Victor Hugo sur la liberté. Et une petite photo de son père, en uniforme, la seule qui existait, volée dans la malle de sa mère ce matin même. Elle se sentait coupable du vol, mais elle avait besoin de ce visage pour ne pas oublier d'où elle venait. Pendant que le photographe préparait son matériel, les enfants chuchotaient. Robert Mercier, 12 ans, le plus grand de la classe, s'était approché de Claire. « Mon père dit que tu pars aujourd'hui. » Claire avait hoché la tête. Pour toujours. Elle n'avait pas répondu. Robert avait alors fait quelque chose d'inattendu. Il avait sorti de sa poche son canif, son trésor le plus précieux, et l'avait glissé dans la main de Claire. « Pour te défendre », avait-il murmuré. Elle l'avait caché dans sa bottine gauche, sentant le métal froid contre sa cheville. Jeanne était restée collée à Claire toute la matinée. Elle avait apporté un morceau de ruban jaune, arraché à sa propre robe du dimanche, et l'avait noué autour du poignet droit de Claire, en miroir du ruban bleu. « Comme ça, tu auras un morceau de moi avec toi. » Les 2 fillettes s'étaient regardées, et dans ce regard, il y avait toute la tragédie de l'enfance brisée par les adultes. Les témoignages recueillis des années plus tard mentionnent que Jeanne n'a plus jamais porté de ruban jaune de sa vie. 11 heures. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Monsieur Laroche s'était rapproché du portail. Mademoiselle Dupuis l'avait vu et avait serré les dents. Elle connaissait sa réputation. Négociant prospère, 3 maisons à Reims, une épouse maladive et 4 enfants turbulents. Les domestiques ne restaient jamais longtemps chez lui. Toujours des raisons familiales ou des opportunités ailleurs.
Les archives de la police de Reims mentionnent 2 plaintes déposées, puis mystérieusement retirées par d'anciennes employées de maison. Aucun détail, juste des dates et la mention « affaire classée ». C'est alors que Claire a fait quelque chose d'extraordinaire. Juste avant que le photographe ne déclenche, elle s'est tournée vers mademoiselle Dupuis et a dit « Assez fort pour que tous entendent, merci de m'avoir appris à lire, mademoiselle. Grâce à vous, je pourrai toujours m'évader. » L'institutrice a failli perdre sa composition. Elle a posé sa main sur l'épaule de Claire, un geste capturé pour l'éternité, et a répondu « Tu seras toujours mon élève, Claire. Toujours. » Le déclenchement approchait. Dans ces dernières secondes avant la photo, un phénomène étrange s'est produit. Tous les enfants, comme mus par un instinct collectif, se sont légèrement penchés vers Claire. Pas assez pour gâcher l'alignement, mais suffisamment pour que, sur la photo, on ait l'impression qu'elle est le centre de gravité de tout le groupe. Même les garçons habituellement turbulents se tenaient droits et solennels. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'important, de terrible. Le flash, la lumière aveuglante, puis le silence. Monsieur Levesque a émergé de sous son voile, satisfait. Parfait, une belle image pour les archives. Il ne savait pas qu'il venait de créer un document historique, une preuve visuelle d'une injustice légale. Les négatifs de cette série sont aujourd'hui conservés dans une collection privée à Paris. Le propriétaire, qui souhaite rester anonyme, affirme que cette photo particulière porte au dos une inscription au crayon. Chamery, septembre 1922. Noté, fillette au centre, expression particulière. Midi approchait. Les enfants devaient rentrer déjeuner chez eux avant de revenir pour l'après-midi. Mais Claire savait qu'elle ne reviendrait pas. Mademoiselle Dupuis a annoncé d'une voix qui tremblait légèrement. « Classe terminée pour ce matin. Cet après-midi, nous étudierons. » Elle s'est interrompue, incapable de continuer. Puis, se reprenant, « Nous étudierons la géographie, les routes de France. » Un choix cruel du destin, ou peut-être délibéré. Claire a rangé ses affaires lentement. Trop lentement. Les autres enfants sont partis un à un, certains lui jetant des regards inquiets, d'autres l'embrassant furtivement. Suzanne Petit, 8 ans, lui a donné sa bille préférée. Pierre Dumont a murmuré « courage en passant ». Même Jacques Martin, le garnement de la classe, s'est approché et a maladroitement tapoté son épaule avant de s'enfuir, gêné par son propre geste de tendresse. Quand la classe s'est vidée, il ne restait que Claire, Jeanne et mademoiselle Dupuis. L'institutrice a sorti de son bureau le livre à couverture rouge, Les Fables de La Fontaine. Elle l'a tendu à Claire. Pour que tu te souviennes que même les plus petits peuvent être les plus malins. Claire a pris le livre, l'a serré contre sa poitrine. À l'intérieur, caché entre les pages, mademoiselle Dupuis avait glissé 3 billets de 5 francs, ses économies du mois. Au cas où, a-t-elle murmuré. Jeanne pleurait maintenant sans retenue. Elle a sorti de sa poche un petit carnet qu'elle avait fabriqué elle-même, avec des feuilles pliées et cousues. Sur la première page, elle avait écrit « Pour Claire, mon amie pour toujours. Écris-moi tes pensées quand tu seras loin. » Les pages suivantes étaient vierges, attendant des mots qui ne viendraient peut-être jamais. Sur la dernière page, elle avait dessiné maladroitement 2 fillettes se tenant la main sous un soleil souriant. Il était 12h15. Par la fenêtre, on voyait Louis Bertrand qui attendait sur la route. Il n'osait pas entrer dans la cour de l'école. La honte, peut-être, ou la lâcheté. Claire a regardé une dernière fois la salle de classe, le tableau noir où elle avait si souvent écrit. Son pupitre gravé de ses initiales, la carte de France au mur, avec ce petit point qui marquait Chamery et tous ces chemins qui partaient vers l'inconnu. Elle a mémorisé chaque détail, sachant qu'elle devrait vivre de ses souvenirs pendant longtemps, peut-être pour toujours. 13h, 17 septembre 1922. La charrette de Monsieur Laroche est maintenant garée devant l'école. Les chevaux piaffent, impatients. Dans la maison des Bertrand, Marie emballe les maigres affaires de sa fille dans un baluchon de toile. Ses mains tremblent. Elle glisse la poupée de chiffon entre 2 robes rapiécées, y ajoute une paire de barres accommodées, un peigne édenté,
un morceau de savon. Chaque objet est une déchirure. Louis fume sa pipe dehors, le regard perdu vers les vignes. Il ne supporterait pas de voir le visage de sa femme en cet instant. Claire marche lentement vers la maison, flanquée de Jeanne qui refuse de la lâcher. Mademoiselle Dupuis les suit à distance, comme une garde d'honneur impuissante. Sur leur passage, les rideaux bougent derrière les fenêtres. Tout le village observe. Madame Roussel sort de son épicerie et tend à Claire un petit paquet. « Des caramels pour le voyage », murmure-t-elle avant de rentrer précipitamment, les yeux humides. Le boulanger Guillaume fait de même avec un quignon de pain encore chaud. Ces petits gestes de bonté qui ne changent rien mais disent tout. Devant la maison, Marie attend sur le seuil. Elle a mis sa robe du dimanche, celle qu'elle porte pour les enterrements. Quand elle voit Claire approcher, quelque chose se brise en elle. Elle court vers sa fille, la serre dans ses bras avec une force désespérée. Claire sent les larmes chaudes de sa mère dans ses cheveux, entend les mots étouffés. « Pardon, pardon, pardon ». Mais Claire ne pleure pas. Elle a décidé d'être forte. Pour sa mère, pour elle-même, pour survivre à ce qui l'attend. Louis Bertrand s'approche enfin. Il ne regarde pas Claire dans les yeux. Il marmonne quelque chose sur « une bonne opportunité » et l'éducation en ville. Personne ne l'écoute. Ses mots sonnent creux, répétés comme une leçon mal apprise. Les documents notariés retrouvés plus tard montrent qu'il a touché 50 francs ce jour-là. Le prix d'une enfance. Il boira cet argent en moins d'un mois, hanté par le fantôme du regard de Claire. 14 heures. Monsieur Laroche s'impatiente. Il tape sa canne contre la roue de la charrette. Nous avons de la route à faire avant la nuit. Sa voix est sèche, administrative. Pour lui, c'est une transaction commerciale. Claire n'est qu'une ligne dans son livre de compte. Les archives de son entreprise, saisies après sa faillite en 1934, mentionnent effectivement frais de personnel domestique, 50 francs, à la date du 17 septembre 1922. C'est le moment. Claire embrasse sa mère une dernière fois. Marie glisse dans la poche de sa fille un petit papier plié. L'adresse de ta tante à Lyon, si jamais... Elle ne finit pas sa phrase. Claire hoche la tête. Elle sait. Si jamais tout devient insupportable. Si jamais elle peut s'enfuir. Si jamais. Tant de si pour une enfant de 11 ans. Mademoiselle Dupuis s'avance. Elle prend le visage de Claire entre ses mains, la regarde droit dans les yeux. « Tu te souviens de ce que je t'ai enseigné sur la liberté ?» Claire récite d'une voix claire. « La liberté commence là où l'ignorance finit. » Victor Hugo. L'institutrice sourit à travers ses larmes. « N'oublie jamais, tant que tu sais lire et écrire, tu es libre dans ta tête. Personne ne peut t'enlever ça. » Jeanne s'accroche à Claire, sanglotant sans retenue maintenant. Claire la serre fort, puis la repousse doucement. « Je t'écrirai, » promet-elle, « même si je dois graver les mots sur les murs. » Elle détache le ruban bleu de son poignet, celui de son père, et le noue autour du poignet de Jeanne. « Garde-le pour moi, je reviendrai le chercher. » Un mensonge miséricordieux. Elles savent toutes les deux qu'elle ne reviendra pas. Claire monte dans la charrette. Le bois craque sous son poids léger. Elle s'assoit sur le banc dur, son baluchon serré contre elle. Monsieur Laroche s'installe à l'avant, prend les rênes. Il ne se retourne pas vers elle. Pour lui, elle est déjà invisible, déjà servante. La charrette s'ébranle. Le bruit des roues sur les pavés résonne dans le silence du village. Claire ne se retourne pas. Si elle regardait en arrière, elle perdrait le peu de courage qu'il lui reste. Mais Jeanne court derrière la charrette. Elle court jusqu'à perdre haleine, jusqu'à ce que ses petites jambes ne puissent plus. « Claire! Claire !» Ses cris déchirent l'air de septembre. Mademoiselle Dupuis la rattrape, la prend dans ses bras. Ensemble, elles regardent la charrette disparaître au tournant de la route, emportant Claire vers son destin inconnu. Marie s'effondre sur le seuil. Les voisines accourent, mais elle les repousse. Elle veut rester seule avec sa douleur. Louis disparaît vers le café du village. Il y restera jusqu'à la nuit, noyant sa honte dans le vin aigre. Les archives du café mentionnent une altercation ce soir-là. Louis Bertrand aurait frappé un homme qui avait osé dire « Alors, Bertrand, tu as vendu la petite ?»
Le soir tombe sur Chamry. Dans la maison vide, Marie trouve sur l'oreiller de Claire un petit mot écrit au crayon volé. « Maman, je ne t'en veux pas. Je comprends. Un jour je reviendrai vous sortir de la misère. Je vous aime. Claire. » Marie gardera ce mot jusqu'à sa mort en 1947, plié dans son missel, comme une relique sacrée. Les inventaires après décès le mentionnent. Un billet manuscrit, illisible, très usé. Mademoiselle Dupuis reste tard à l'école ce soir-là. Elle écrit une longue lettre à l'inspecteur d'académie, détaillant les circonstances du départ de Claire. Elle sait que ça ne servira à rien, mais elle doit laisser une trace. Cette lettre, conservée aux archives nationales, est notre principale source sur cette journée. Elle se termine ainsi. « Je crains pour cette enfant. Elle est trop intelligente pour accepter son sort, trop jeune pour se défendre. J'ai échoué à la protéger. Cette fêlure me hantera toujours. » À 20 kilomètres de là, la charrette arrive à Reims dans l'obscurité. Claire découvre la grande maison de pierre de la rue du Temple. 3 étages, des fenêtres à barreaux au sous-sol où logent les domestiques. Madame Laroche l'attend dans le hall, l'examine comme on examine une marchandise. Elle est maigre. Il faudra la nourrir pour qu'elle ait de la force. Puis, à une servante. Montrez-lui sa paillasse. Le travail commence demain à 5 heures. Claire suit la servante dans l'escalier de service. Ses pas résonnent sur les marches de bois. Dans sa poche, elle serre le petit canif de Robert. Dans son baluchon, le livre de Mademoiselle Dupuis. Dans son cœur, la promesse faite à Jeanne. Elle ne sait pas encore qu'elle vient d'entrer dans une prison dorée dont elle ne sortira peut-être jamais. Elle ne sait pas que cette photographie prise le matin même sera la dernière trace officielle de son existence d'enfant libre. Les semaines qui suivirent le départ de Claire furent marquées par un silence pesant sur Chamry. Jeanne Morel ne retourna à l'école qu'après 2 semaines d'absence. Quand elle revint, elle s'assit à l'ancienne place de Claire, refusant obstinément de bouger. Mademoiselle Dupuis n'insista pas. Le pupitre vide devint un mémorial silencieux. Sur le bois, on pouvait encore voir les initiales CD gravées maladroitement au canif, et juste en dessous, Jeanne avait ajouté 1922, pour toujours. Marie Bertrand tenta d'envoyer une lettre à sa fille en octobre. Elle dicta les mots à Mademoiselle Dupuis, qui les transcrivit fidèlement. La lettre revint 3 semaines plus tard avec la mention « Destinataire introuvable ». Pourtant l'adresse était correcte. Les Laroche avaient-ils intercepté le courrier? Marie essaya encore 2 fois. Même résultat. Les archives postales de Reims ne gardent aucune trace de ces envois, comme s'ils n'avaient jamais existé. En novembre 1922, un événement étrange se produisit. Le boulanger Guillaume trouva un morceau de papier glissé sous sa porte un matin. Écrit au charbon, probablement sur un morceau d'emballage. « Je vais bien, dites-le à maman, c'est... » Était-ce vraiment de Claire? Comment ce message était-il arrivé jusqu'à Chamry? Guillaume le porta à Marie, qui pleura en reconnaissant l'écriture de sa fille. Cette façon particulière de former les « A » que lui avait enseigné son père. Le message fut gardé comme un trésor, mais aucun autre ne suivit. L'hiver 1922-1923 fut particulièrement rude. À Reims, dans les registres de l'hôpital Saint-Remy, on trouve la mention d'une Claire D, 11 ans, domestique, admise en janvier pour épuisement et malnutrition. Coïncidence? Le dossier médical a disparu, mais l'entrée administrative demeure. Durée d'hospitalisation 3 jours. Payeur, Monsieur Laroche. Diagnostic de sortie, apte au travail. Rien de plus. Mademoiselle Dupuis ne cessa jamais ses démarches. Elle écrivit au préfet, aux députés, même au ministère. Les réponses étaient toujours les mêmes. Placement légal, autorité parentale respectée, aucun motif d'intervention. La législation sur le travail des enfants existait, mais les exceptions étaient si nombreuses qu'elles ne protégeaient presque personne. Les archives de ces correspondances montrent qu'elle envoya 23 lettres officielles entre septembre 1922 et juin 1923. En mars 1923, un fait troublant. Une institutrice de Reims, mademoiselle Moreau,
écrivit à mademoiselle Dupuis. Elle avait aperçu une jeune fille correspondant à la description de Claire au marché, accompagnant une domestique plus âgée. La fillette portait une coiffe de servante, mais avait murmuré en passant devant l'étal du libraire. Victor Hugo. Les Misérables. Page 247. Mademoiselle Dupuis vérifia. Page 247, un passage sur Cosette chez les Thénardier. Un message, un appel à l'aide, elle ne le saurait jamais. Louis Bertrand mourut en février 1924. Cirrhose du foie, disent les registres de décès. Il n'avait que 41 ans. Sur son lit de mort, il aurait murmuré le nom de Claire et demandé pardon. Marie se retrouva veuve une seconde fois, mais étrangement, la mort de Louis sembla la libérer. Elle quitta Chamery, partit chez sa sœur à Lyon. Avant de partir, elle confia à Jeanne le ruban bleu de Claire. « Si elle revient, tu le lui rendras. » Les années passèrent. 1925, 1926, 1927. Aucune nouvelle de Claire. Les Laroche avaient quitté Reims en 1925, partis s'installer à Paris selon les registres commerciaux. Avait-il emmené Claire? L'avait-il renvoyée? Personne ne savait. Mademoiselle Dupuis engagea même un détective privé avec ses économies. Il revint bredouille. C'est comme si elle n'avait jamais existé après septembre 1922. Puis, en 1928, un indice. Dans une librairie d'occasion du quartier latin à Paris, un exemplaire des Fables de La Fontaine avec une couverture de cuir rouge fut mis en vente. À l'intérieur, l'inscription de Mademoiselle Dupuis. Et dans les marges, des notes au crayon d'une écriture adulte mais tremblante. Je me souviens, Mademoiselle D avait raison. La liberté dans la tête. Le libraire ne se souvenait pas qui avait vendu le livre. Une jeune femme, peut-être, avec un châle qui cachait son visage. Jeanne Morel grandit, devint institutrice elle aussi. Elle garda toujours la photographie de septembre 1922 dans son bureau. À chaque nouvelle classe, elle regardait les fillettes de 11 ans et cherchait Claire dans leur visage. En 1942, pendant l'occupation, elle cacha 3 enfants juifs dans son école. Quand on lui demanda pourquoi elle prenait ce risque, elle répondit simplement « Pour Claire. Pour toutes les Claires qu'on arrache à leur enfance. » En 1982, lors du projet Mémoire d'enfance mené par l'Université de Reims, Jeanne, alors âgée de 71 ans, fut interviewée. Elle sortit la photographie, jaunâtre, mais intacte. Elle pointa Claire du doigt. Elle m'a appris que parfois, la plus grande résistance est de ne jamais oublier. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue. Mais regardez ses yeux sur cette photo. Regardez bien. Elle savait qu'elle partait, mais elle nous dit qu'elle survivrait, d'une façon ou d'une autre. Les recherches menées dans les années 1980 n'ont jamais permis de retrouver la trace officielle de Claire après 1923. Pas de certificat de décès, pas de mariage enregistré, pas de mention dans les recensements, comme si elle s'était évaporée. Mais en 1987, lors de la démolition d'un immeuble rue du Temple à Reims, l'ancienne maison des Laroche, les ouvriers trouvèrent sous une latte du plancher au sous-sol un petit carnet enveloppé dans de la toile cirée. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture serrée, des copies de poèmes, des réflexions sur la liberté, des dessins de vignes et de maisons. Et sur la dernière page, cette phrase « Je suis Claire Delaunay. J'existe. Septembre 1922. » Le carnet est aujourd'hui conservé aux archives départementales de la Marne, Côte 3J 247. Les experts en graphologie confirment, l'écriture évolue de celle d'une enfant à celle d'une jeune adulte. Les dernières entrées datent approximativement de 1925. En 2002, une vieille dame se présenta au musée de l'école de Champagne. Elle demanda à voir la photo de 1922. Quand on lui montra, elle resta longtemps silencieuse, puis murmura « Ma grand-mère me racontait cette histoire. Elle disait qu'elle avait connu une Claire à Paris dans les années 30, une femme qui apprenait à lire aux enfants des rues, gratuitement, en secret. Elle disparaissait dès qu'on posait des questions. » La vieille dame repartit sans laisser son nom. Aujourd'hui, la photographie de septembre 1922 circule parfois sur Internet, partagée par ceux qui s'intéressent aux histoires oubliées.
La plupart voient une simple photo scolaire d'époque. Mais ceux qui connaissent l'histoire regardent différemment. Ils voient le ruban bleu au poignet, la main de l'institutrice sur l'épaule, l'homme flou près du portail. Et surtout, ils voient dans les yeux de Claire non pas de la résignation, mais une détermination farouche. L'histoire de Claire Delaunay nous enseigne que l'injustice peut voler l'enfance, mais pas l'humanité. Que la mémoire est une forme de résistance. Que parfois, disparaître n'est pas mourir, mais devenir autre chose, quelque chose que les registres officiels ne peuvent capturer. Chaque enfant arraché à sa vie mérite d'être remembré. Chaque Claire mérite qu'on raconte son histoire. Cette photographie reste le seul témoin visuel de ce jour de septembre 1922. Elle nous rappelle de regarder au-delà des sourires forcés, de questionner les silences, de ne jamais accepter qu'un enfant disparaisse dans l'indifférence. Car derrière chaque image se cache une histoire. Et certaines histoires, même incomplètes, méritent de traverser le temps pour nous rappeler qui nous étions, et qui nous ne devons plus jamais être. L'histoire de Claire Delaunay est une dramatisation inspirée de faits historiques et de réalités sociales de l'époque. Elle nous rappelle que la pauvreté et l'injustice pouvaient arracher un enfant à son enfance, mais qu'aucune force ne pouvait effacer son humanité, ni la mémoire de ceux qui l'ont aimé. Elle nous enseigne aussi que se souvenir et transmettre ces histoires, c'est une façon de résister à l'oubli et de protéger les générations futures. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le destin de Claire? Avez-vous déjà entendu dans votre famille ou votre région des récits d'enfants ou d'ancêtres qui ont dû affronter de dures épreuves pour survivre? Pensez-vous que la mémoire collective a un rôle à jouer pour éviter que de telles injustices se répètent? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires pour que nous sachions que vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos grands-parents ou arrière-grands-parents qui pourrait inspirer de futures vidéos. Merci de faire vivre ce projet avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de la partager ou de laisser un commentaire. Et surtout, cliquez sur le prochain épisode dans le card final pour continuer à découvrir d'autres histoires oubliées qui nous parlent encore aujourd'hui.